mon objectif serait, dans cet exposé, de présenter en fait deux débats notoires que séparent à peu près un siècle, plus précisément 120 ans. Le premier est intimement lié à la formation du discours orientaliste au XIXe siècle, puisqu'il est initié par Ernest Renan, qui prononce le 29 mars 1883 à la Sorbonne une conférence intitulée « L'islamisme et la science ». À l'époque, l'islamisme était formé sur le modèle du terme christianisme, judaïsme, et donc ça veut dire tout simplement l'islam et la science, et non pas l'islamisme dans le sens contemporain du terme. Quelques mois après, précisément le 18 mai 1883, Jamal ad-Din al-Afghani, qui est l'une des figures de proue de la Nahda, donc du mouvement de renaissance, de la renaissance arabe, de cet âge libéral donc de la fin du 19e et du début du 20e siècle donc en Orient, Jamal ad-Din al-Afghani donc lui répond dans le journal des débats. Et Renan réplique le lendemain dans le même journal. Donc ça c'est pour la première, la première controverse. La deuxième controverse a eu lieu en 2003 et elle a opposé deux hommes, d'abord Dimitri Goutas, professeur de philosophie arabe à Yale aux États-Unis, et Muzaffar Iqbal, qui est chercheur d'origine pakistanaise vivant au Canada et qui a beaucoup publié sur cette question du rapport entre l'islam et la science. Il dirige même une revue portant ce titre, ainsi qu'un centre, Center for Islam and Science. En 2003 donc, qui est une date éminemment symbolique pour nos travaux, puisque c'est l'année de la mort de Saïd, comme vous le savez, un numéro de cette revue, donc la revue Islam and Science, a été publié en décembre, donc quelques mois après la mort de Saïd, contenant un article de Goutas intitulé Islam and Science, a false statement of the problem, que je pourrais traduire, mais je peux me faire corriger par les anglicistes, donc une mauvaise islam et science, une mauvaise approche du problème. Et Muzaffar Iqbal lui répond dans le même numéro avec un article intitulé Islam and Science, Responding to a False Approach. Donc, Islam et science, réponse à une mauvaise approche. Donc, la mauvaise approche, c'est celle de Dimitri Goutas. Donc, mon objectif dans cet exposé, c'est de comparer ces deux controverses qui, bien qu'elles soient séparées dans le temps et dans l'espace, la première a eu lieu en France, l'autre donc plutôt en Amérique. Donc, elles sont séparées dans l'espace et dans le temps également, mais malgré cela, elles portent sur le même problème, à savoir la manière de problématiser le rapport entre l'islam et la science. Vous verrez qu'au-delà du simple problème théorique, donc du rapport entre deux objets différents, donc en l'occurrence l'islam et la science, rapport qu'on peut d'ailleurs aborder à partir d'autres couples comme l'islam et l'éthique, ou bien la religion et l'éthique, l'islam et l'économie, ou bien la science et l'éthique, la science et l'économie, la science et la philosophie. Donc on peut construire, si vous voulez, d'autres couples pour étudier ce rapport. Donc au-delà de cette question purement théorique, le débat reflète également la manière dont l'islam est perçu. Et donc, dans un premier temps, il y a un problème de perception ou bien d'image. L'autre problème, c'est aussi, dans un deuxième temps, donc il y a un problème de conception de l'identité et de l'altérité qui tourne autour donc, de l'Orient et de l'Occident. Enfin, dans un troisième temps, l'étude du lien entre l'islam et la science engage également l'approche du passé scientifique glorieux des arabo-musulmans, je supposais être donc glorieux des arabo-musulmans, et leur présent, marqué par une atonie particulièrement accentuée dans ce domaine. Donc nous avons là, en troisième lieu, un problème de la vision du passé et de l'avenir, bref, un problème de philosophie de l'histoire, et donc qui est totalement ancré dans la réflexion sur la question de la civilisation et de la décadence des nations. Naturellement, je ne vais pas pouvoir donc aborder toutes ces questions, et je ne parlerai pas non plus beaucoup de Saïd, pour la simple raison en fait, que Saïd n'a pas abordé cette controverse, bien qu'elle soit vraiment au cœur de son travail. Il n'a pas du tout fait allusion à ma connaissance dans aucun texte donc, à cette conférence qui est prononcée par Renan, et ni non plus à la réponse donc, donnée par Afghani. Je vais tout simplement donc me contenter, dans un premier temps, de vous résumer l'esprit de la première conférence, de Renan et la réponse de Afghani. Ensuite,
j'aborderai donc le deuxième débat entre Ghoutas et Iqbal, et dans un troisième temps, je vais essayer donc de faire quelques remarques générales sur ce problème donc théorique du rapport entre la science et l'islam. Donc je vais commencer par la première conférence qui a eu lieu en 1883, en mars 1883 à la Sorbonne. Et je vais commencer par une première citation de Renan, qui ouvre en quelque sorte cette conférence. Je vous prie de m'excuser en fait pour cette première partie parce qu'il y a beaucoup de citations. Donc je tenais à les montrer toutes parce qu'elles résument très bien donc la démarche et l'esprit donc de la manière dont Renan problématise donc cette question. La première citation donc dit, page 22, toute personne, donc c'est le point de départ en fait, de Renan, toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement l'infériorité actuelle des pays musulmans, la décadence des États gouvernés par l'islam, la nullité intellectuelle des races qui tiennent uniquement de cette religion, leur culture et leur éducation. Tous ceux qui ont été en Orient ou en Afrique, sans frapper de ce qu'a de fatalement borné l'esprit d'un vrai croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure sa tête, la rend absolument fermée à la science, incapable de rien apprendre ni de s'ouvrir à aucune idée nouvelle. Donc on peut noter, à partir de ce passage, dans un premier temps, donc une sorte de point de départ de la réflexion de Renan, qui est le présent, donc un simple constat à propos de l'actualité des pays d'islam, qui est marquée par la décadence scientifique ou bien par le combat contre le rationalisme. Ce point de départ, comme nous allons le voir, va conditionner toute la lecture du passé historique des Arabes et conduire Renan à justifier cette décadence à partir donc, de raisons intrinsèques à l'islam lui-même. Mais avant d'arriver à cette étape, Renan construit une objection réelle à son postulat de départ, qui consiste à rappeler l'existence d'un passé glorieux sur le plan scientifique, l'existence d'une civilisation riche et brillante que tout le monde connaît. Donc là, c'est l'objet de la deuxième citation, page 23-24, Renan dit « Pour atténuer les fâcheuses inductions qu'on est porté à attirer de ce fait si général contre l'islam, beaucoup de personnes, donc il s'agit d'objections concrètes qui lui ont été faites par des personnes, beaucoup de personnes font remarquer que cette décadence, après tout, peut n'être qu'un fait transitoire. Pour rassurer sur l'avenir, elles font appel au passé. Cette civilisation musulmane, maintenant si abaissée, a été autrefois très brillante. Elle a eu des savants, des philosophes. Elle a été pendant des siècles la maîtresse de l'Occident chrétien. Pourquoi ce qui a été ne serait-il pas encore? Voilà le point précis sur lequel je voudrais faire porter le débat. Y a-t-il eu réellement une science musulmane, ou du moins une science admise par l'islam, tolérée par l'islam? Donc voilà la problématique qui est formulée à l'issue de cette objection. La réponse intervient quelques lignes plus loin, page 25, où Renan dit « L'islam est à milieu de tout ce qui peut s'appeler rationalisme aux sciences. » Donc pour lui, la seule science des Arabes ou des musulmans est la langue et la poésie. Ça, c'est une idée qui est très connue, dont on a parlé hier, je crois. Donc la seule science des Arabes ou des musulmans est la langue et la poésie, et leur seul art, c'est la guerre de conquête et le pillage. Cependant, il y a toujours deux obstacles à cette thèse qui sont de nature historiographique. Le premier est qu'il y a eu de fait au sein de l'islam une politique scientifique menée par les pouvoirs eux-mêmes, notamment sous les Abbassides. Il y a la deuxième dynastie donc fondée au milieu du 8e siècle, comme Renan le reconnaît d'ailleurs lui-même. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle réside dans le fait que ces savoirs scientifiques et philosophiques étaient de fait rédigés en arabe et donc ont été transmis au latin à l'époque médiévale. Donc comment contourner justement ces deux difficultés, donc celle de l'histoire, donc de l'existence d'une réalité historique située donc à l'époque médiévale, et puis celle de la présence d'une littérature scientifique écrite en langue arabe. Donc pour étayer sa thèse, Renan va chercher donc à supprimer ces deux obstacles de la religion et de la langue. D'abord, en ce qui concerne la langue, il va rappeler
que les populations ayant vécu au Moyen-Âge sous les pouvoirs dominés par l'islam, eh bien, ont été faiblement arabisés d'une manière générale. Et en ce qui concerne les hommes de science, ils ont été, ou leur situation, leur statut a été semblable en quelque sorte aux savants européens qui avaient choisi de rédiger leurs traités scientifiques en latin. Donc il va comparer en fait l'arabe au latin pour dire que finalement ces savants n'avaient rien d'arabe et que leur esprit en fait n'était pas véritablement un esprit arabe, puisque l'esprit arabe implique juste la connaissance de la poésie et l'amour donc de cette langue émotive, et non pas de la maîtrise donc d'une langue métaphysique et rationnelle. Donc ça c'est le premier argument à propos de la langue, qui le conduit d'ailleurs, tout en reconnaissant la présence d'un mouvement scientifique très fort au sein de l'islam, ça va le conduire donc à montrer finalement que toutes les sciences qui ont été développées au sein de l'islam à partir de la langue arabe ou en langue arabe, eh bien, étaient quand même étrangères à l'islam lui-même. C'est-à-dire que toutes ces sciences finalement se sont développées de manière extérieure à l'islam, comme si la langue arabe n'était pas un véritable véhicule de l'expression de la pensée. Et d'ailleurs, lorsqu'il aborde la question de la transmission de ces savoirs au monde latin, donc vers l'Europe, il va préciser que tout simplement, les Arabes n'ont fait que conserver le savoir des Grecs, donc, et ils l'ont en plus mal traduit, pour finalement le transmettre donc, au latin. Mais on aurait pu se passer de cet épisode historique, de cette parenthèse en quelque sorte historique, si seulement les Byzantins avaient eu le courage de s'intéresser à la science et à la philosophie. Donc la thèse, justement, c'est que finalement cet épisode arabe est un épisode insignifiant pour l'histoire de la pensée universelle sur le plan scientifique, même s'il y a eu des réalisations concrètes au sein de l'islam. Donc il le dit clairement dans ce passage, à propos de la transmission, à défaut de la vraie philosophie grecque authentique qui était dans les bibliothèques byzantines, on alla donc chercher en Espagne une science grecque mal traduite et frelatée. Donc, vous voyez le préjugé sur la mauvaise traduction finalement de cette science grecque, donc puisée chez notamment du côté d'Aristote. Le deuxième passage qui marque justement le regret de ce rôle négatif joué par les Byzantins, si les Byzantins n'avaient pas refusé de garder la philosophie, on n'aurait pas eu besoin de ce détour étrange qui fit que la science grecque nous arriva au XIIe siècle en passant par la Syrie, par Bagdad, par Cordoue, par Tolède. Donc la conclusion de ce premier point, c'est que cette science, comme vous le voyez dans le troisième passage, cette science n'est pas arabe. Est-elle du moins musulmane? Oh, en aucune façon. Ce beau mouvement d'étude est tout entier l'œuvre de Parsis, de chrétiens, de juifs, de Haraniens. Haran, c'est Harran en fait en arabe, c'est une région qui se trouve au nord de l'Irak, donc au sud de l'Asie mineure, de Haraniens, d'Ismaéliens, de musulmans intérieurement révoltés contre leur propre religion. Il n'a recueilli des musulmans orthodoxes que des malédictions. Donc là, on arrive au deuxième facteur, qui est plutôt le facteur religieux. On a vu le facteur linguistique. Donc, le deuxième obstacle, en fait. Renan estime en effet que les sciences n'ont commencé qu'avec les Abbassides, qui furent portés au pouvoir par les Persans. Donc, c'est une réalité historique, c'est-à-dire qu'il y avait une révolution politique dans laquelle les Persans et les Khorasaniens, donc les Persans, donc les Iraniens de l'Est, du côté de l'Afghanistan, ont massivement participé. Donc il estime que c'est cette dynastie-là, qui était formée de Persans, donc d'Indo-Européens, qui a favorisé donc, le développement des sciences au sein de l'islam. Parallèlement, d'après lui, les califes abbassides étaient peu croyants, ce qui a favorisé le développement des activités scientifiques et l'introduction donc d'autres confessions, comme les chrétiens nestoriens, ou bien les sabéens, ou bien d'autres, ou bien des juifs, donc au sein de la cour en tant que médecins
principalement, et après donc, il va y avoir le mouvement de traduction et toute l'activité scientifique qui va l'accompagner. Donc je cite à ce propos ce troisième passage qui est très parlant. Excusez-moi. C'est un passage portant sur les califes abbassides. Tous ces brillants califes, contemporains de nos carlovingiens, c'est les carlovingiens, Al-Mansour, c'est les carolingiens, pardon aussi. Donc tous ces brillants califes, contemporains de nos carlovingiens, Al-Mansour, Harun al-Rashid, Ma'moun ou Al-Ma'moun, sont à peine musulmans. Ils pratiquent extérieurement la religion dont ils sont les chefs, les papes, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais leur esprit est ailleurs. Ils sont curieux de toutes choses, principalement des choses exotiques et païennes. Ils interrogent l'Inde, la vieille Perse, la Grèce surtout. Parfois, il est vrai, les piétistes musulmans amènent à la cour d'étranges réactions. Le calife, à certains moments, se fait dévot et sacrifie ses amis infidèles ou libres penseurs. Puis, le souffle de l'indépendance reprend le dessus. Alors, le calife rappelle ses savants et ses compagnons de plaisir, et la vie recommence au grand scandale des musulmans puritains. Donc, si on tente en fait de formuler de manière syllogistique en quelque sorte le raisonnement de Renan, on va constater que ce raisonnement en fait est formellement valide, mais qu'il y a deux postulats, enfin le postulat et la conclusion, qui sont réfutables parce que elles ne sont pas démontrées. Le postulat, la majeure, serait l'islam est une religion fanatique et guerrière, ennemie de la raison, de la science et de la philosophie. Donc ça, c'est le postulat de départ. L'objection que nous venons de voir, or, il s'est développé en son sein, donc au sein de l'islam, un mouvement scientifique et philosophique. Donc, la conclusion, la cause de ce développement est ailleurs. Donc, c'est ça le raisonnement de Renan. C'est d'abord, il n'y a pas de déni, si vous voulez, des vérités historiques, à savoir qu'il y a eu de fait un développement scientifique, des mouvements rationalistes en islam, mais donc il va, dans la mesure où le postulat interdit donc de trouver des causes internes puisées dans la civilisation de l'islam lui-même, eh bien il va, si vous voulez, travailler sur ces deux obstacles, à savoir la langue et la religion. Donc en ce qui concerne la langue, il va postuler qu'il y a une faible arabisation, c'est-à-dire que c'est une arabisation de surface en ce qui concerne les sciences et la philosophie, et en ce qui concerne l'esprit religieux, puisque l'islam est par essence opposé à la science et à la raison, eh bien il faudrait postuler que ce sont des hérétiques en quelque sorte, ou bien d'autres confessions qui ont mené ces activités. Vous voyez un petit peu de quelle manière donc se construit ce raisonnement. Et cela, bien évidemment, cette construction syllogistique permet de sauvegarder l'esprit de la thèse de Renan, qui est résumé dans ce petit passage, dans lequel il dit « Ce qui distingue en effet essentiellement le musulman, c'est la haine de la science, c'est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie. La science de la nature, parce qu'elle est une concurrence faite à Dieu. La science historique, parce que s'appliquant à des temps antérieurs à l'islam, elle pourrait raviver d'anciennes erreurs. » Donc la conférence de Renan se termine par une allusion à la mission civilisatrice de la France et montre la jonction entre le savoir et le pouvoir, dont on a débattu pendant ces travaux, et elle montre aussi les usages politiques et militaires d'un savoir donc, qui est prétendument scientifique. Et à la fin, donc, il estime, à la fin de la conférence, il estime qu'il faut répandre la science et la raison pour lutter contre la barbarie, de même qu'on a répandu la civilisation par les armes à feu. Donc là, l'expression est tout à fait claire, et c'est peut-être, à mon avis, l'allusion est tout à fait comment dire, sans ambiguïté. L'allusion, donc, elle est, disons, clairement, elle montre clairement la question de la conquête de l'Amérique et le massacre des Indiens. Donc, je répète un peu la fin de la conférence. Donc, il faut répandre la science et la raison pour lutter contre la barbarie, de même qu'on a répandu la civilisation par les armes à feu. Donc, quelques mois plus tard,
le 18 mai 1883, un musulman, qui est en quelque sorte une figure de proue au sein de l'Orient, qui est d'origine afghane, qui s'appelle Jamal ad-Din al-Afghani, donc Afghani, va répondre à Renan. Donc il va rédiger sa réponse, qui sera traduite et publiée dans le journal des débats. Alors cette réponse, rapidement, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle est vraiment extrêmement polie et même flatteuse. Afghani cherche à trouver des excuses à Renan afin d'atténuer la radicalité de sa thèse. Il dit par exemple que c'est certainement le temps qui l'a empêché d'élucider certaines choses, qu'il n'a pas eu la possibilité de bien développer sa pensée, qu'il y avait des choses à préciser. Donc une réponse extrêmement polie, extrêmement courtoise. Ensuite, il résume sa thèse en 2 points, qui reprennent effectivement le fond des arguments de Renan, à savoir ce que je viens de décrire, la langue, la question de la langue et la question de la religion. En ce qui concerne la religion, à savoir l'hostilité de l'islam à la science, Afghani souscrit totalement à la thèse de Renan. Donc il adopte cette thèse et va même, il développe même en fait cette idée en rappelant à Renan que toutes les religions, parce que, alors est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté en fait. Voilà, toutes les religions sont intolérantes, chacune à sa manière. Donc il va essayer de répondre à Renan en précisant finalement qu'il ne s'agit pas de l'islam uniquement, donc cette opposition à la science et à la raison ne concerne pas uniquement l'islam, il ne faut pas réduire l'islam, donc si vous voulez, dans cet ensemble en fait, constitué par les religions, et notamment les religions monothéistes, il ne faut pas considérer l'islam comme un cas à part. Ensuite, s'agissant de la langue, Afghani rappelle au contraire, contre la thèse de Renan, mais toujours poliment, il rappelle que toutes les populations ayant vécu après la naissance de l'islam, après l'arabisation de ce monde allant de l'Inde jusqu'en Espagne, et bien toutes ces populations, les Syriens, les Irakiens, les Andalous, étaient de fait arabes, même s'ils étaient chrétiens, musulmans, vous savez. Donc, indépendamment de la confession, il y a un fait qui s'appelle l'arabité. Bien évidemment, on ne peut pas, Afghani ne l'a pas défini, il ne s'est pas étalé sur cette question, mais il s'est opposé à Renan en rappelant que l'arabité était tout simplement un critère linguistique et non pas racial, comme le postulait Renan. Donc il recentre le concept de race sur la langue et non pas sur le sang, comme le fait Renan. Alors, Renan donc réplique le lendemain, le 19 mai 1883, et il fait une réponse très élogieuse à Afghani, en admettant l'idée du conflit, donc ils sont tout à fait d'accord les deux, à savoir qu'il y a de fait un conflit entre les religions et la raison. Mais en ce qui concerne le deuxième point, à savoir le lien entre l'arabité et la raison, eh bien, Renan continue d'utiliser le paradigme de la race pour expliquer l'incompatibilité entre les Arabes et la science. Son argument est constitué en fait par une sorte de circularité entre la religion et la langue. Les religions, je cite, valent ce que valent les races qui les professent. Donc c'est ça le principe ou l'axiome, vous voyez, qu'il retient pour disons, rester, si vous voulez, dans sa thèse et défendre ses arguments. Pour lui, si les Arabes et les Turcs, parce que les Turcs aussi sont intégrés donc, dans cette thèse, si les Arabes et les Turcs ont professé l'islam, c'est parce qu'ils détestent la science et qu'ils sont des fanatiques. Et si l'islam, donc ça c'est l'autre face de l'argument, et si l'islam leur convient, c'est parce que leur constitution raciale les prédispose au fanatisme. D'où l'éloge qu'il adresse à Afghani, en tant qu'il est l'un des hommes les plus éclairés d'Asie, parce qu'il est iranien ou indo-européen, comme vous pouvez le voir dans cette deuxième citation. Le cheikh Jamal ad-Din est un Afghan entièrement dégagé des préjugés de l'islam. Il appartient à ces races énergiques du Haut-Iran, voisin de l'Inde, où l'esprit arien vit encore si énergique sous la couche superficielle de l'islamisme officiel.
il est la meilleure preuve de ce grand axiome que nous avons souvent proclamé, savoir que les religions valent ce que valent les races qui les professent. Page 62. Donc, une race inférieure ou dégénérée ne peut professer qu'une religion, elle aussi, médiocre. Et dans la mesure où l'argument est réversible, les religions qui combattent la science et la raison ne conviennent qu'aux races inférieures. En conclusion, donc pour ce premier mouvement, il faut, à mon avis, retenir deux choses. D'abord, le point de départ de Renan, qui est l'examen de l'état présent, de la situation, donc de l'époque, à la fin du XIXe siècle, la situation du monde musulman en ce qui concerne donc, les sciences et la philosophie. C'est à partir d'un constat historique, propre à un contexte particulier, qui est la fin du XIXe siècle, dans lequel Renan a vécu, à partir de ce constat historique qu'on assiste à une sorte de recouvrement qui s'opère sur plusieurs siècles, lequel recouvrement donc, va donner des clés d'interprétation à toute l'histoire de la relation entre l'islam et la science. Le deuxième point, c'est la question de l'origine de cette représentation, ou bien de cette thèse aussi. Eh bien, son origine, on la découvre au détour d'une petite réflexion dans laquelle Renan dit toute. Telle est l'explication. Donc, c'était juste après avoir parlé, des califes abbassides. Il dit donc quelle est l'explication de cette curieuse et attachante civilisation de Bagdad dont les fables des mille et une nuits ont fixé les traits dans toutes les imaginations, mélange bizarre de rigorisme officiel et de secret relâchement, âge de jeunesse et d'inconséquence où les arts sérieux et les arts de la vie joyeuse fleurissent grâce à la protection des chefs mal pensants d'une religion fanatique. D'après cette représentation, démentée d'ailleurs par Saïd, la réalité se marie très bien avec la fiction et l'histoire rencontre allègrement le merveilleux. Les califes, comme on l'a vu tout à l'heure dans une citation précédente, les califes sont des papes, mais un peu dissipés. Et selon les besoins de l'analyse, on va retenir l'élément religieux pour montrer qu'il s'agit d'une religion fanatique, donc pour mettre l'accent sur le zèle religieux, ou bien, si le contexte est tout à fait contraire, eh bien on va recourir à l'autre élément pour décrire un monde rempli de plaisirs sensuels et raffinés qui sont pratiqués sans aucun souci pour les interdits de la morale ou de la religion. Voilà donc pour ce qui est de la première controverse entre Renan et Afrani. Je passe maintenant à la deuxième controverse qui a opposé, à l'époque, donc au début du XXIe siècle, Goutas, Dimitri Goutas et Mozaffar Iqbal. Donc on va faire un saut dans le temps d'un peu plus d'un siècle. Comme je l'avais mentionné tout à l'heure, Goutas est un professeur de philosophie, donc c'est l'un des meilleurs spécialistes de la philosophie arabe à l'heure actuelle. Il a fait beaucoup de travaux sur la question de la traduction de la transmission des savoirs de la Grèce vers le monde arabe. Et il a fait également beaucoup de travaux sur Avicenne. Alors que Mozaffar Iqbal se présente, qui est un chercheur d'origine pakistanaise et qui vit au Canada, il se présente comme un chimiste de formation et comme un chercheur de vocation. Donc la plupart des recherches de Iqbal sont centrées, donc Iqbal à ne pas confondre surtout avec l'autre Iqbal, Mohamed Iqbal, le philosophe indo-pakistanais également, ou indien plutôt parce que le Pakistan n'était pas encore formé à l'époque, des années 30-40, voilà, c'est tout à fait différent. Donc Iqbal, déjà dans un livre publié en 2002, et toujours intitulé Islam et science, Islam and Science, donc va aborder cette question du rapport entre les deux domaines, et il va chercher à mettre en valeur l'importance du facteur religieux dans la constitution des savoirs scientifiques. On peut résumer sa thèse par une formule toute simple, à savoir qu'il existe non seulement un rapport, un lien, une influence ou bien une correspondance entre l'islam et la science,
mais une véritable corrélation dans laquelle la position de l'un implique l'autre et réciproquement. Donc ça, c'est la thèse d'Iqbal, qui était déjà connue, un petit peu connue parce qu'elle a circulé dans les milieux académiques et universitaires, et Goutas donc, a été appelé en 2003 à participer à ce numéro coordonné par Iqbal, et donc il va justement critiquer cette thèse-là, la thèse de l'existence d'une corrélation entre l'islam et la science. Et Iqbal va lui répondre dans le même numéro. Alors je commencerai donc par Goutas, qui conteste la formulation même du rapport de cette manière-là, c'est-à-dire la position même du problème dans ces termes. Il pense que c'est une problématisation totalement erronée de la question, dans la mesure où elle présuppose l'existence de quelque chose qui s'appelle islam et qui serait à la fois réifié, anhistorique et responsable du déclenchement du progrès ou bien de la décadence scientifique. Goutas montre plutôt que pour étudier la situation de la science en islam, eh bien, il faudrait interroger les conditions matérielles qui ont permis un tel développement ou bien une telle décadence. Par exemple, on pourrait étudier le rôle des bibliothèques, le rôle des mécènes, les réseaux donc, des savants, les réseaux qui se sont constitués sur plusieurs siècles, les conditions sociales, politiques, économiques de l'exercice du savoir et de la donc, transmission des savoirs, et non pas chercher donc, une cause qui serait purement religieuse. Goutas s'insurge également contre cette imposition de la notion d'islam à la science, donc à l'étude des mouvements scientifiques internes à l'islam, car pour lui, eh bien la référence, en fait, le référent religieux, n'amène que des confusions auprès des étudiants ou bien auprès des chercheurs qui ne sont plus capables après de faire une analyse historique du problème. Et l'imposition justement du référent religieux va faire croire constamment que ce sont les textes religieux qui ont été le point de départ de l'investigation scientifique. Donc la réponse de Goutas est tout à fait claire. Vous la voyez donc dans cette première citation. Il n'y a pas historiquement d'islam essentiel, ni selon la vision des orientalistes, ni celle des musulmans, qui veulent le situer dans le temps du prophète. Il y a différentes manières de comprendre l'islam, chacune identifiable par la période historique et l'espace géographique, avec de nombreux contenus qui ne sont pas toujours en harmonie les uns avec les autres. Alors ça, c'est une citation donc, qui résume l'esprit de la réponse faite par Goutas à Iqbal. Celui-ci va, si vous voulez, dans la discussion, dans la réponse, qui se trouve donc dans le même numéro, juste après, immédiatement après l'article de Goutas, donc Iqbal va ramener le problème plutôt à une attaque frontale de l'islam, à une opposition religieuse. Il va considérer que Goutas, donc, parce qu'il estime que la religion musulmane n'a pas joué un rôle fondamental dans la constitution des savoirs scientifiques et philosophiques, eh bien, il va interpréter cela comme une attaque contre l'islam lui-même. D'abord, Iqbal s'emploie à défendre l'inverse, c'est-à-dire l'existence d'un islam essentiel, fondamental, et il pense que cet islam-là a favorisé le développement scientifique. C'est cet islam-là, pardon, qui a favorisé le développement scientifique. Tout progrès, d'après lui, devrait émaner d'abord d'une position théologique ou traduire un arrière-fond religieux. Et donc il va développer l'idée selon laquelle il existerait un message à la fois métaphysique et métahistorique, donc qui transcende en fait toutes les périodes historiques et qui est toujours disponible afin de donner aux scientifiques les clés donc permettant, si vous voulez, de développer telle ou telle activité en mathématiques, en physique, en chimie ou en astronomie. Donc là, le passage dit « Cet islam essentiel dans son véritable sens a toujours été une série de croyances fixes, solides et bien définies à propos de Dieu, de la vie et de la condition humaine, lesquelles croyances n'ont jamais fait l'objet d'un doute à aucun moment donné. » À la fin de sa réponse,
c'est l'Occident et la colonisation qui sont mis à l'index par Iqbal comme les causes de la décadence scientifique du monde musulman contemporain. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à l'analyse de la situation actuelle, c'est-à-dire pourquoi, effectivement, dans le monde arabo-musulman, eh bien, on n'a pas un essor scientifique semblable à celui qui a existé donc, dans la même région au Moyen-Âge. Bien pour lui, c'est l'Occident qui est mis en cause, la colonisation. Et en quelque sorte, l'article se termine sur un ton rempli d'aigreur. Il dénonce justement le rôle néfaste joué par l'Occident dans la destruction, si vous voulez, de ce rapport intime qui a lié l'islam à la science pendant plusieurs siècles. Donc l'autre occidental devient le responsable de tout le retard scientifique de l'islam. Et dans l'invective lancée contre l'Occident, Iqbal n'explique pas pourquoi, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui n'a jamais été colonisée et qui bénéficie d'énormes ressources énergétiques, comme vous le savez, pourquoi l'Arabie Saoudite n'a pas réussi justement ce décollage scientifique, alors que d'autres pays, qui non seulement ont été occupés, mais aussi en partie détruits, comme c'est le cas du Japon, eh bien, ces pays, qui aussi sont dépourvus de ressources naturelles, aussi importantes que celles de l'Arabie, eh bien, ont adopté la culture scientifique moderne et sont devenus même des leaders en la matière. Donc tout cela, si vous voulez, est passé donc, sous silence dans l'analyse. Donc là, je passe à ma troisième partie, dans laquelle je vais, en quelque sorte, rapidement comparer les deux débats, mais surtout essayer de formuler quelques pistes de réflexion pour une, disons, problématisation adéquate du lien entre l'islam et la science. Donc je ne vais pas du tout aborder le problème de la représentation, qui est bien évidemment parfaitement traité par Saïd. Et tout simplement, je vais mettre l'accent donc, sur des problèmes, disons, de méthodologie. D'abord, le premier point, c'est la question de la religion. En fait, j'ai laissé de manière délibérée, j'ai laissé le terme religion, donc il y a islam, totalement dans l'indéfinition, dans le flou, parce que l'approche de Iqbal impliquait justement un certain flou sémantique, ou bien notionnel, lié à la définition de la partie de la religion qui serait responsable, si vous voulez, ou cause du développement scientifique. Lorsqu'il affirme en fait que c'est l'islam, c'est la religion qui doit être le moteur de l'activité scientifique, on pourrait objecter en disant mais quelle est la partie de la religion? Quelle est cette partie de la religion? S'agit-il, si vous voulez, d'éthique, de morale religieuse, donc le contenu, disons, moral? S'agit-il de la partie juridique? Parce que dans l'islam, effectivement, il y avait donc un pan entier de la religion qui se définissait à partir des pratiques jurisprudentielles, donc de la loi, de ce qu'on appelle la loi, donc, ou bien le droit. Il y a aussi un autre domaine qui fait partie aussi de la religion, à savoir le culte, parce que c'est une question de culte, ou bien la théologie, parce que c'est une question qui relève, si vous voulez, des dogmes, des croyances. Donc ces différents domaines ne sont pas du tout, disons, définis par Iqbal. Et là, nous avons un problème majeur parce que, justement, postuler l'idée qu'il existe une compatibilité complète entre la théologie et la science, eh bien, pourrait être contesté par un simple examen de l'histoire des théologies nées en islam. Effectivement, on peut donner raison à Renan, pour une fois, lorsqu'il a dit qu'il y avait, au début de l'islam, un courant qui s'appelle le mu'tazilisme, qui était favorable, qui compare d'ailleurs, peut-être à tort, en tout cas la comparaison n'est pas du tout adéquate, enfin elle est à préciser, il le compare au protestantisme. Donc on peut dire qu'effectivement le mu'tazilisme, donc c'est un courant théologique qui a favorisé le libre arbitre, notamment donc dans sa doctrine, eh bien ce courant-là a certainement influencé donc, le développement de l'activité scientifique. Alors que le courant qui va réagir au mu'tazilisme quelques siècles plus tard, qui s'appelle l'ash'arisme, eh bien ce courant-là, qui est très connu par l'exaltation de l'omnipotence divine,
en tant que cause suprême qui annule les causes secondes et les causes donc naturelles, eh bien ce courant-là va l'emporter en quelque sorte théologiquement dans l'histoire des doctrines théologiques de l'islam, disons à partir du 11e, 12e siècle, entre le 11e et le 13e siècle. Donc ce courant commence à l'emporter sur les autres courants, notamment le courant mu'tazilite. Et c'est Ibn Taymiyyah, que vous connaissez peut-être, dont se réclament les salafistes à l'heure actuelle, qui va donner en quelque sorte le coup de grâce donc à la fois au mu'tazilisme, donc à la doctrine mu'tazilite, et également à d'autres tendances philosophiques. C'est une idée générale qu'il faudrait préciser, mais en tout cas, voilà, il y a en quelque sorte un seuil donc, au niveau du XIIIe siècle. Donc, on peut dire que la thèse selon laquelle toute théologie développée en islam conduit nécessairement donc, à développer des activités scientifiques, cette thèse-là n'est pas du tout vraie. Donc c'est une erreur monumentale pour la simple raison que l'histoire, en fait, l'histoire des doctrines théologiques elles-mêmes, eh bien, les contredit. Ensuite, toujours dans le même point, savoir le rapport entre la religion et la science, Iqbal en fait postule l'existence d'une métaphysique de l'islam qui serait une et qui aurait permis par exemple le développement des activités en astronomie ou bien en physique. Alors l'idée c'est que l'examen des textes sacrés c'est une idée qui est très répandue en fait dans la pensée contemporaine, notamment du côté des islamistes, et j'en parlerai tout à l'heure. Bien, cette idée postule que le texte sacré de l'islam lui-même favorise la contemplation de l'univers, l'étude de la nature, l'étude de la physique, et donc par conséquent il suffirait de méditer ce texte, donc ce message, et les passages sacrés consacrés à la description des merveilles de l'univers. D'ailleurs, dans le christianisme aussi, on a une littérature du même genre, depuis les Lumières aussi. Et donc il suffirait d'examiner ces textes pour avoir cette impulsion permettant de développer une véritable activité scientifique. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas justement postuler l'existence d'une seule métaphysique en islam, parce qu'il suffit, si vous voulez, d'étudier les différents philosophes. Donc Averroès avait sa propre métaphysique, qui n'était pas celle de Farabi, qui n'était pas celle d'Avicenne, qui n'était pas celle de Molla Sadra, qui n'était pas celle de Mescawaï, qui n'était pas celle des Mu'tazilites. Donc là, quand on aborde aussi les théologiens, la même chose, si vous voulez, s'applique aux théologiens, Mu'tazilites, Ash'arites. Et à l'intérieur même des doctrines théologiques, nous allons trouver si vous voulez, une formulation extrêmement plurielle, diverse des métaphysiques. Et donc, à la suite des métaphysiques, bien évidemment, il y a des conceptions de l'univers, des cosmologies et des visions de l'homme, des visions, si vous voulez, de la morale, donc des doctrines politiques également. Tout cela, si vous voulez, n'est pas du tout, toute cette complexité-là n'est pas du tout restituée dans le travail qui est fait par Iqbal. Donc, j'arrive à mon deuxième point, la deuxième remarque, qui est la conclusion directe du premier, à savoir que Iqbal, en fait, procède tout simplement de l'idéologie islamiste. En fait, il partage avec les théoriciens de l'islamisme. Donc l'islamisme, c'est une doctrine, disons, qui émerge principalement dans les années 50, avec des théoriciens qui sont très connus. Et dans cette théorisation donc propre à l'idéologie islamiste, mais qui est aussi une interprétation de l'histoire de l'islam, des doctrines, si vous voulez, théologiques de l'islam à la fois en tant que religion, histoire, civilisation, culture, etc. Donc, Iqbal, j'estime en fait qu'Iqbal partage avec eux l'idée selon laquelle il faudrait refonder l'islam, il faudrait repasser par la théologie, et par une théologie qui aurait existé donc, au 7e siècle, afin de retrouver les moyens de rebondir à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan scientifique, dans tous les domaines de la vie. Donc là, c'est une question qui a été fortement développée dans le discours islamiste, notamment à propos d'ailleurs de la politique. Vous connaissez très bien donc l'idée selon laquelle il faudrait revenir à cet islam des fondations qui doit être élu, érigé, si vous voulez, en paradigme de toute pensée politique ou bien de toute l'histoire. Donc il doit devenir en quelque sorte l'archétype, si vous voulez, de toute théorisation
disons, du progrès dans l'histoire. On sait aussi que c'est à partir de ce postulat que les islamistes jugent la société contemporaine en tant que société impie ou paganiste, et qu'ils définissent aussi leur vision du vrai islam, entre guillemets, qui donne lieu à des programmes politiques, des programmes militaires, permettant donc de conquérir le pouvoir et d'islamiser la société. Là encore, on croise, si vous voulez, le thème de l'islamisation de la modernité, de l'islamisation de la science, de l'islamisation de la société. Donc la science, si vous voulez, la question du rapport entre islam et science est problématisée d'une manière tout à fait semblable, identique à celle de la problématisation du rapport entre l'islam et la modernité, l'islam et la politique, l'islam et la société. À partir de cette dynamique intellectuelle, eh bien, on peut étendre aussi les applications à l'art, à l'économie, au système de gouvernement et même au mode vestimentaire, où l'on parle de vêtements islamiques ou bien de parfums islamiques, pour désigner non pas ce qui a été produit dans et par les civilisations de l'islam pendant près de 15 siècles, mais quelque chose qui définirait l'identité politique, l'identité artistique, l'identité scientifique de l'islam ou bien des musulmans, donc à l'exclusion des autres confessions ou religions. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième et dernier point est spécifiquement donc un problème d'ordre méthodologique qu'on rencontre donc dans l'approche d'Iqbal et dans le débat qu'il a opposé à Goutas. Ce grand problème réside dans le fait que les scientifiques de l'islam, c'est-à-dire concrètement, lorsqu'on étudie l'histoire des sciences en islam, est-ce que cette théorie de la corrélation entre la métaphysique ou bien la théologie et l'activité scientifique, est-ce qu'elle a bel et bien existé ou non? C'est ça le grand problème. C'est-à-dire comment a-t-on pu avoir le développement prodigieux des sciences en terre d'islam à l'époque médiévale? Est-ce que, comme le dit Iqbal, est-ce que c'est parce que les gens donc, sont allés chercher la motivation ou bien la réponse ou les clés de l'interprétation du monde, de l'univers, du cosmos, donc dans les textes sacrés? Eh bien, tout simplement, on peut dire non, parce que l'étude de l'histoire des sciences en islam montre clairement que c'est plutôt l'inverse qui a été pratiqué par les savants musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire, même si on laisse de côté les confessions chrétiennes, les confessions sabéennes, juives, qui ont participé massivement à cet essor scientifique, eh bien, nous allons constater que chez les savants musulmans eux-mêmes, comme Averroès, comme Avant-Passe, comme Meskaway, Avicenne, et bien d'autres, eh bien, chez eux, ce qu'on pourrait constater, c'est tout simplement une sorte de neutralisation du domaine religieux dans la production scientifique. Donc, dans si vous voulez, dans tout l'essor prodigieux des sciences, on peut constater que les savants de l'islam, les philosophes compris bien évidemment, ont cherché plutôt à opérer une sorte de suspension de jugement, d'époquer à chaque fois qu'il s'agissait donc d'aborder un sujet scientifique, astronomie, physique, chimie, mathématiques, eh bien, le point de départ n'a pas été les textes sacrés, mais tout simplement l'histoire de la science, telle qu'elle a été puisée du côté des Indiens, du côté des Grecs et du côté des Perses. Ce sont là les principales sources, les trois principales sources des sciences à l'époque médiévale, chez les Arabes. On sait très bien, là je prends deux exemples. D'abord l'astronomie, on sait très bien que les astronomes arabes ont émis des doutes sur le système de Ptolémée et sur sa représentation du ciel qui n'était pas mathématiquement démontrable. C'est à partir d'observations concrètes, grâce au développement justement des observatoires astronomiques, c'est à partir donc d'observations concrètes du ciel et à partir aussi de recherche de la preuve géométrique ou bien mathématique que les astronomes tels que Al-Hazen, donc le fameux Al-Hazen des Latins, qui est Ibn al-Haytham, donc des Arabes, donc c'est à partir de ces recherches scientifiques que les philosophes et les penseurs ont commencé à remettre en cause le système géocentrique de Ptolémée
et c'est ce qui en fait justement disons, un épisode important dans la critique, voire la réfutation. Il y a des titres qui étaient très clairs, donc les doutes, par exemple, Al-Hazen a écrit un livre intitulé « Des doutes à propos du système de Ptolémée ». Donc une fois qu'on a émis des doutes, qu'on a formulé des doutes, qu'on a cherché d'autres voies à la démonstration scientifique, qu'on a cherché à vérifier les postulats ou bien les axiomes de Ptolémée, bien à partir de là, effectivement, on a eu un développement de l'astronomie qui va conduire petit à petit à la révolution copernicienne, quelques siècles après. À ma connaissance, ni Ibn al-Haytham, ni Al-Khwarizmi, le fameux donc mathématicien qui a inventé l'algèbre, qui va donner le mot algorithme donc chez les latins et en français, donc ni Al-Khwarizmi, ni Al-Batrouji, Al-Petréjus des latins, ni Avant-Pass, ni Ibn Tufayl, ni non plus Ibn Rushd, Averroès, tous ces philosophes, tous ces savants ont abordé ces questions d'astronomie, mais jamais, à ma connaissance, à partir d'une étude des textes sacrés de l'islam. Au contraire, le point de départ a toujours été la discussion si vous voulez, des théories de Ptolémée sur les excentriques et les épicycles, et aussi les remarques, bien évidemment, d'Aristote dans son traité du ciel. Donc là, nous avons, si vous voulez, la preuve que cet argument de la corrélation entre la théologie comme point de départ de l'activité scientifique et le développement des sciences, eh bien cet argument-là peut être aisément réfuté. Je prendrai également un deuxième exemple, puisque j'ai encore 5 petites minutes, un deuxième exemple qui est encore plus sensible, à savoir le statut de l'âme humaine, qui est au croisement de plusieurs sciences, qui commence par la biologie et se termine par la science de l'intellect ou bien la noétique. Là encore, l'activité, en fait, les travaux, disons, l'activité scientifique et les travaux des philosophes arabes sur l'âme sont très nombreux. Et ce que l'on peut constater dans ces travaux, c'est qu'il y a toujours cette suspension du jugement au début, si vous voulez, de l'investigation scientifique. La plupart des savants, dont Averroès, qui si vous voulez, ne convoquent pas les textes religieux, qui sont très nombreux. Par exemple, dans le texte coranique, il y a des passages qui parlent de l'âme, de sa destinée, de ce qu'il attend dans l'au-delà. Eh bien, tous ces passages ne sont pas le point de départ de l'investigation des philosophes. Au contraire, l'investigation se fait d'abord à partir de la biologie, pour se terminer par la noétique. C'est-à-dire, donc on va étudier la faculté, l'âme en tant qu'ensemble de facultés, la faculté nutritive, la faculté sensitive, la faculté imaginative, pour arriver à la faculté, si vous voulez, noétique, donc ou bien l'intellect. Et après, on va se poser la question de la survie de telle ou telle partie de l'âme. Alors, quelle est la partie de l'âme qui va survivre? Et on ne va pas s'imposer, si vous voulez, des interdits, ou bien des obstacles qui émaneraient de la religion ou bien de la théologie, et qui seraient donc un frein, qui constituerait un frein donc, à cette investigation. Et là, effectivement, nous avons des réponses plurielles, diverses, et chaque philosophe apporte donc sa réponse à lui. Pour conclure, je dirais donc que le rapport entre l'islam et la science est une question extrêmement complexe qui exige de la part du chercheur des compétences lui permettant d'examiner la question, ou bien le problème, à partir de plusieurs facettes et selon de nombreux angles d'approche. Naturellement, je ne l'ai pas fait dans le cadre de cet exposé, faute de temps, mais je voudrais quand même rappeler ces différentes facettes du problème qui constituent, à mon avis, des conditions à remplir pour obtenir une approche, disons, plus ou moins complète du rapport entre ces deux domaines. D'abord, il faudrait, à mon avis, insérer l'islam en tant que religion dans l'étude générale des rapports entre la religion et la science. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas consacrer un statut à part à l'islam, comme l'avait fait par exemple Iqbal, et montrer tout simplement qu'il est possible d'étudier cette question d'une manière théorique, donc sur un plan purement théorique et général, en intégrant donc toutes les religions, et à partir de là, on essaiera de voir justement quel est le statut de l'islam donc, au sein de cet ensemble religieux. Deuxièmement, il faudrait, à mon avis, étudier les réalisations concrètes de la science arabe, ou bien islamique, sonder son rôle exact
dans l'histoire mondiale des sciences sans le surinterpréter ou bien le dévaloriser. Et là, si vous voulez, à ce propos, il faut dire que pour l'instant, cet héritage n'est pas très très bien connu dans la mesure où il y a beaucoup de manuscrits qui sont encore dans les bibliothèques nationales de différents pays. Et donc, on ne connaît pas très très bien cet héritage. C'est-à-dire, on ne peut pas se prononcer avec certitude sur, si vous voulez, la nature de cet essor scientifique ou bien de ce développement scientifique, toutes les branches de la science confondues. Troisièmement, il faudrait expliquer le passé en précisant quelles étaient les véritables conditions de l'essor scientifique en prenant soin de distinguer les différentes causes sociales, économiques, culturelles, politiques, et ne pas tout réduire à la religion comme l'avait fait Iqbal. Quatrièmement, en ce qui concerne le rôle justement de la religion, il faut à mon avis, pour une, si vous voulez, une clarification des données du problème, il faudrait soumettre le concept à une analyse rigoureuse permettant de détacher les divers contenus que j'avais décrits tout à l'heure, qu'on trouve qui sont placés sous le terme religion. Si l'on se réfère par exemple à Averroès et à ses travaux sur le rapport entre la religion et la philosophie, nous allons constater qu'il existe une problématisation extrêmement riche et extrêmement lucide du lien entre la religion et la philosophie ou bien la science, qui pourrait justement être le point de départ d'une problématisation féconde et intéressante. Le point de départ d'Averroès, pour le résumer rapidement, consiste tout simplement à faire un travail qui est véritablement moderne, on a commencé à le fonder concrètement, disons qu'à partir du XVIIIe, XIXe siècle, donc au moment où se met en place le processus de sécularisation, eh bien le travail d'Averroès consiste principalement à désintriquer les différents domaines dont est constituée donc la religion. Le domaine de la morale, c'est ce que j'avais décrit tout à l'heure, le domaine de la morale, le domaine du droit, le domaine du culte et le domaine de la théologie. Il faudrait arriver à séparer, dans la réflexion au moins, ces quatre domaines afin de pouvoir justement examiner le rôle de tel ou tel élément qui pourrait être effectivement important dans le développement scientifique. Par exemple, si on parle d'éthique, si on aborde l'aspect moral ou bien l'aspect éthique, effectivement, le savant devrait être muni d'une éthique qu'on appelle l'éthique du savant, et qui pourrait émaner de la morale religieuse de l'islam, ou propre à l'islam, mais là, il faudrait après, une fois qu'on a précisé cet aspect-là, il faudrait dire que finalement, nous sommes dans une éthique universelle, qui est celle qui est propre aux savants et à leur manière d'aborder les questions scientifiques. En ce qui concerne la théologie, c'est le cœur du problème. Il me semble, plutôt que de dire qu'il y a un contenu positif qui doit nécessairement influencer le développement de la science en islam, il faudrait plutôt, à mon avis, parler d'une théologie négative, c'est-à-dire une théologie, donc on aurait besoin plutôt d'une théologie négative, je m'explique, c'est une théologie qui ne serait pas un frein, qui ne poserait pas d'obstacle ou bien d'entrave au développement de la science, qui serait justement le garant de cette neutralité dont j'avais parlé tout à l'heure. L'émergence de l'idéologie islamiste depuis un peu plus d'un demi-siècle œuvre justement contre cette logique de la désintrication entre le théologique et le politique, entre le théologique et l'économique, et entre le théologique et le scientifique. Quant à la démarche de Renan, et je terminerai par là, elle me semble à la fois drôle sur le plan personnel quand j'aborde la question avec un peu de recul, mais aussi scandaleuse quand je me mets dans la peau du chercheur, tout simplement parce que, en fait, elle est, disons, émanant d'un savant ou bien d'un chercheur. Cette démarche de Renan ou bien de ses émules me semble scandaleuse parce que depuis la tradition platonicienne, donc depuis plusieurs siècles, les chercheurs de vérité doivent distinguer soigneusement la science, l'épistémé, et l'opinion ou la doxa. C'est une distinction qui structure le champ de la recherche et qui sous-tend la constitution de tout discours à prétention scientifique, quel que soit le domaine étudié.
Le problème de la démarche de Renan, on l'a vu dans cet exposé, est de partir de la doxa, c'est-à-dire d'une observation des temps présents, un simple constat donc, des réalités. Et d'ailleurs, c'est ainsi que procèdent à l'heure actuelle les médias, on en a parlé aujourd'hui et hier, pour formuler ensuite un discours portant sur l'économie en islam, la politique en islam, le gouvernement, etc. etc. Et donc, ce problème, si vous voulez, consistant à partir de la doxa, et ensuite opérer une sorte de recouvrement sur plusieurs siècles, eh bien, c'est ce qui me semble en fait scandaleux dans cette démarche, parce qu'elle conduit nécessairement et immanquablement à la constitution d'une entité totale, anhistorique et indifférenciée appelée islam. Et d'ailleurs, c'est ce que Goutas a contesté donc, dans la démarche d'Iqbal, et je le rejoins totalement là-dessus. Le cas de Renan illustre parfaitement et aussi la mise entre parenthèses de ce principe platonicien de la recherche scientifique, et montre donc comment le penseur peut aussi être enchaîné au cadre méthodologique et conceptuel qu'il a adopté en tant que cadre infaillible pour la recherche de la vérité. Je fais allusion par cette remarque à la question de la philologie que Saïd a longuement discuté dans Orientalisme, et en fait, dans lequel il a montré comment Renan a tout réduit, a réduit les critères de la science à la philologie, et donc à la langue, à la race, et ensuite, en fait, il a érigé ce critère-là en une sorte de moyen par lequel il jugeait les autres cultures ou bien les autres savoirs humains. Et donc, l'intérêt de Saïd, justement, c'est qu'il somme le chercheur d'être dans l'inquiétude, de se poser des questions sur sa démarche, de voir s'il n'est pas la victime d'un cadre conceptuel qu'il a forgé ou d'un postulat qu'il a adopté au début de son investigation, alors qu'il est largement discutable. D'un autre côté, Saïd rappelle le véritable rôle de l'intellectuel, qui est de chercher la vérité contre les doxas, contre les pouvoirs établis et contre les préjugés. Saïd, à mon avis, incarne en quelque sorte, pour rejoindre la conclusion d'Horatio, il incarne la figure du parisiaste qui a fasciné Foucault dans ses derniers travaux, le parisiaste étant celui qui a la qualité du franc-parler, le courage de dire la vérité. Et puisque Saïd, malgré toutes les critiques qu'on pourrait lui adresser, avait cette qualité-là, la qualité de courage, il faudrait dire que lui, l'oriental et l'occidental à la fois, mais surtout l'humaniste, s'inscrit dans l'héritage grec et platonicien, beaucoup plus que Renan et ses émules, qui se présentent comme des orientalistes, mais qui ne sont ni d'Orient ni d'Occident. Je vous remercie.